Bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez. Bienvenue dans ce podcast réalisé pour Corpi Celesti, la cinquième édition du festival de l'association Italie Nouvelle. Je suis Arthur. Et je suis Tessa. Nous faisons partie de la programmation littéraire du festival. Avec nos deux collègues Estelle, qui a réalisé le montage de ce podcast, et Benoît, nous avons voulu réfléchir à la place du corps dans la société, en particulier celui perçu comme féminin, en étudiant cette perception à travers la littérature. Donc aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Lorraine Malka, autrice et journaliste indépendante, ainsi que l'écrivaine Louise May pour cette rencontre. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Et merci donc d'avoir accepté notre invitation. Vous avez toutes les deux participé à l'ouvrage collectif Ceci est mon corps. Il est publié par les éditions Rajo en collaboration avec le magazine Cosette pour lequel vous travaillez, Lorraine. Ceci est mon corps, c'est un ouvrage collectif donc de 6 autrices, Anna Cooksack, Faiza Gwen, Ovidi et Alizé Vincent, et donc vous deux. Et chacune d'entre vous a écrit sur une partie du corps ou une thématique liée au corps. Donc on peut lire des témoignages sur les cheveux frisés ou crépus, sur les bras, le sexe, la transidentité, et vous avez écrit Lorraine sur l'intestin, tandis que Louise a écrit sur les seins. Nous devons préciser donc que c'est un livre qui s'adresse en premier lieu aux adolescentes et aux adolescents. C'est un livre assez court, il fait 160 pages et sa mise en page est assez claire, il est espacé, il invite à la lecture, c'est quelque chose d'assez agréable, on va dire, à lire. Donc c'est intéressant aussi dans ce sens-là, parce que pour les adolescents, qui n'ont pas forcément le goût pour la lecture, ça donne envie en tout cas de s'y plonger. Pour nous, c'est un grand pas en avant pour des livres qui donnent des conseils bienveillants et qui aident à s'aimer soi-même pour les adolescents. Il y a une volonté de casser les clichés de genre et les tabous qu'on peut imposer au public adolescent. On se demandait du coup, selon vous, quelle est la particularité d'écrire pour un tel public par rapport à un public plutôt adulte. Quand on écrit pour les adolescents, qu'est-ce qui change ou ne change pas? Louise, à toi l'honneur. Merci. Effectivement, c'est vrai que c'était un bouquin pour ados et moi je fais de la jeunesse aussi. Je trouve que la prise de parole, implique davantage de responsabilité, en fait. Grand pouvoir, grande responsabilité, tout ça. L'idée, c'est que écrire pour les adultes, c'est très agréable et ça permet d'explorer plein de choses, mais ma propre expérience, en tout cas, me fait penser que ce qu'on lit quand on est petit ou quand on est ado, peut avoir plus d'influence. Moi, j'ai lu des bouquins gamines qui me suivent encore, maintenant et qui font partie de qui je suis et donc c'est vrai que, écrire pour des ados, surtout pour des sujets qui touchent autant à l'intime, enfin, moi, je sais que j'ai fait beaucoup plus attention et que écrire, 15 pages m'a demandé, beaucoup plus de travail que certains textes adultes qui faisaient, 10 fois cette longueur-là. Pas forcément en termes de qu'est-ce que je veux dire, mais comment je veux le dire, quel impact ça peut avoir et on sait que l'adolescence, c'est quand même une période, de construction. Ça peut aussi être une période de déconstruction et je dis ça d'une manière à la fois positive, parce qu'on questionne qui on est, ce qu'on veut, qui on aime et on se heurte un peu aux biais que nous impose la société. Mais ça peut être aussi d'une destruction parce que c'est une période où il y a, de la violence. Enfin, le collège, pour moi, c'est un lieu très, très violent, c'est un lieu où on peut se confronter, je sais pas, aux opinions des profs, on est aussi en conflit avec son entourage et donc dans tout cet amalgame-là d'émotions, j'ai essayé de faire très, très attention à ce que j'étais en train d'écrire ne puisse pas incarner une souffrance supplémentaire ou une attaque supplémentaire. Merci pour Merci. cette réponse, Louise. Et Lorraine, tu voudrais ajouter? Moi, je suis entièrement d'accord avec Louise. J'ai eu le même réflexe, moi aussi, de réfléchir vraiment en fait, de repenser à mes lectures d'adolescence et de me dire attention, parce que c'est à la fois un moment en fait, où j'ai eu des lectures qui se sont imprimées durablement en moi et qui, enfin, dans le sens, voilà, où ça m'a rendue très, très sensible à des choses, y compris de façon parfois, en fait, parfois ça a pu me marquer et me poursuivre et m'empêcher de dormir énormément, ce qui est pas forcément négatif, mais il faut effectivement être plus attentif. En revanche, je me rappelle aussi que j'ai été, moi c'est la première fois dans mon cas, c'est la première fois que j'écris pour les adolescents et
Et je me rappelle que j'ai tout de suite demandé à l'éditrice chez Rajo, qui est donc spécialiste en fait, c'est vraiment une maison d'édition pour les ados, donc pour les grands ados, hein. Je lui ai posé la question tout de suite, qu'est-ce que ça signifie d'écrire pour les ados? Est-ce qu'il faut simplifier la langue, simplifier le propos ou pas? Parce que ça m'aurait gênée, surtout dans la mesure où j'ai choisi un sujet qui a une dimension scientifique et qui en plus est assez complexe par définition. L'intestin, c'est un lieu très alambiqué et compliqué et difficile à décrire en fait. Et puis le projet que j'avais en soi même de narration était compliqué, donc j'avais absolument pas envie de devoir simplifier mon propos et ma langue. Et j'avais pas non plus envie de devoir mettre des références qui n'étaient pas les miennes. Je sais que c'est un sujet dont on a parlé à un moment avec Louise à propos de son texte et de nos textes au moment où on était en train de discuter de nos textes. De savoir est-ce que, par exemple, je me rappelle que Louise, à un moment, tu parles du Scrabble. J'arrive plus à me rappeler si tu l'as laissé finalement ou pas. Je sais plus. Il me semble que oui. Drôle, d'ailleurs. Voilà. Et en fait, je trouve que c'est vraiment une volonté affirmée. Et moi, j'avais la même que... Enfin, en tout cas, ça a été une discussion, je me rappelle, avec Isabelle Motro, qui est directrice de Cosette et qui donc co-dirige l'ouvrage. À un moment, on s'est demandé, est-ce que c'est gênant dans la mesure où les ados n'ont pas forcément cette référence-là de jeu en tête et je trouve ça important, moi, de garder nos références, de garder notre langue, parce que moi, je n'aimais pas en tant qu'ado qu'on cherche à s'adresser à moi en me parlant de Shakira ou de je sais pas quoi pour essayer de me séduire ou de m'emmener... alors que j'ai pas besoin de ça en fait. Moi, je pars très facilement dans les références des autres et c'est bien le but de la littérature. Donc voilà. Ah oui, je me souviens, il y avait eu un grand moment comme ça, on s'était regardé dans le blanc de l'œil, genre mais est-ce qu'on est vieille? Est-ce que le Scrabble ça n'existe plus? Tu sais, c'est passé. Et non, effectivement, non, je suis très d'accord avec Lorraine. De toute façon, en tant que lectrice, moi je me souviens, et ça c'est une règle en fait pour la littérature, c'est-à-dire que soit on est complètement dans l'air du temps, mais c'est toujours très étrange d'avoir un adulte. Moi, j'approche des 40 ans quand même, donc parce qu'on dit jeune autrice, mais bon, au bout d'un moment, tu es quand même de moins en moins jeune. Soit Moi tu aussi, fais Louise. semblant. On est Écoute, très bien, ça veut dire qu'on a du bien même été bord. jusque-là. Mais soit ça donne un côté un peu de fabrication ça fait un peu, c'est vraiment le mime. C'est vraiment How do you do fellow kids ou Wesh les individus, quoi. C'est à un moment donné, t'es là, genre, ce n'est plus mon rayon d'action. Il faut que je me concentre ailleurs. Et par ailleurs, il y a des auteurs et des autrices jeunesse qui ont réussi à composer des textes qui restent d'une très très grande actualité en ayant un niveau de langue assez soutenu. Et en gros, pour moi, il y a deux choix quand tu décides de parler à des jeunes. C'est soit tu leur parles de manière soutenue, parce que moi, je prends personne pour des abrutis, donc il y a pas de raison que j'essaye d'adapter mon langage. Soit tu inventes un langage à toi complètement différent. C'est pour ça que, par exemple, les Agrippines de Bretéché continuent à être lisibles maintenant, parce qu'en fait, c'est un argot qui n'existait que chez elle. Bon, il y a du verlan, il y a des tendances, mais je trouve que ça a extrêmement bien vieilli parce qu'en fait, c'est une langue propre au projet. Et c'est vrai que, à part le côté, mais le Scrabble, ça existe encore, on a plutôt décidé qu'on allait être dans la sincérité plutôt que dans la fabrication, qu'on avait déjà pas mal de choses à gérer, un propos à cibler et à réécrire, et qu'on n'allait pas en plus essayer de se mettre une casquette à l'envers et d'arriver en disant hey, si on allait au skatepark. Je pense que le résultat aurait été assez lamentable, pour ma part en tout cas. Donc, Ah ouais, c'est sûr que si on avait cherché à ponctuer d'expressions qu'on imagine jeunes, j'allais dire Jones, mais c'est complètement dépassé aussi. Je m'y suis pas risquée. Et juste pour finir, on a été encouragés là-dessus par les éditrices et surtout par les éditions Rajo qui connaissent bien leur domaine et qui, moi, quand je leur ai posé la question, m'ont tout de suite répondu non, c'est pas du tout le problème d'essayer de simplifier votre langage ou votre propos. Par contre, ce qui est pas mal, et ça c'est intéressant à savoir, elles m'ont dit pour s'adresser aux jeunes, c'est pas mal d'avoir un personnage auquel elles peuvent s'identifier, donc un personnage jeune. Et comme il se trouve que moi j'ai un personnage jeune ado en moi, ça a été, ça faisait partie du projet, donc c'était très bien. Mais d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais, Lorraine.
en expliquant que tu as choisi un choix d'écriture assez particulier, enfin en tout cas un sujet particulier, c'est l'intestin. Pourquoi est-ce que parmi toutes les parties du corps, tu as choisi cet organe, l'intestin? Je précise que l'histoire de Lorraine raconte la vie d'Intestine. C'est une jeune adolescente qui a des troubles alimentaires et on découvre que ces troubles alimentaires sont causés par une pieuvre qui habite en elle. Cette pieuvre, elle personnifie l'intestin parce que par des recherches scientifiques, on découvre que la pieuvre a un fonctionnement microbiotique, entérique et neurologique qui imite à merveille l'intestin humain. Alors, pour raconter un tout petit peu comment ça s'est passé au niveau vraiment éditorial, donc il y a cette idée qui est née de faire la thématique du corps et que chacune des 6 autrices choisisse une partie du corps. Et il me semble, Louise dira si je me trompe, mais j'ai eu l'impression en tout cas que chacune d'entre nous a été mais vraiment immédiate dans sa réponse. Moi en tout cas ça a été mon cas. Le ventre, c'était évident pour moi, d'abord parce que je suis très concernée, en fait, je ne parle que de moi hein, dans ce texte. J'ai toujours eu mal au ventre et en même temps j'ai toujours eu l'impression que ce mal de ventre avait caché peut-être un super pouvoir parce que c'était un lieu dans lequel je ressentais des émotions tellement, enfin dans lequel je ressens des émotions tellement fortes enfin qui me rend à la fois très vulnérable, très fragile et en même temps enfin c'est par là que tout passe chez moi, donc y compris la créativité et voilà, c'est là que je ressens les choses très très fort. Et du coup, j'ai eu l'impression que, enfin, j'ai toujours eu cette impression qu'il y avait une fiction à écrire là-dessus qui rendrait encore mieux compte de cette, voilà, de ce double aspect en fait, à la fois très intuitif, très créatif et douloureux en fait. Voilà pourquoi l'intestin. Ensuite aussi parce que c'est un nouveau champ de recherche médical. Enfin, c'est pas nouveau évidemment, mais c'est un champ de recherche médical dans lequel il y a énormément de nouvelles trouvailles et je trouve que c'est fascinant les chantiers de recherche dans lesquels tout n'a pas été dit, tout n'a pas été exploré. Par exemple, cette idée que le ventre est notre deuxième cerveau, c'est une idée très nouvelle. On se rend compte, en fait, on apprend énormément de choses sur la façon dont s'organise l'intestin pour lutter contre les bactéries et voilà, pour être relié au cerveau. Et par ailleurs, ça c'est une découverte qui est toute nouvelle. Je sais pas pourquoi on en parle moins que ce rapport au cerveau, mais je trouve que c'est hyper frappant comme information. L'intestin nous définit bien plus et de façon bien plus précise que l'empreinte digitale. Vraiment, la façon dont notre intestin est codé est absolument unique. Donc je trouve que c'est vraiment très frappant. Et puis après, il y a tout le côté littéraire de toutes les expressions liées, ce que je digère pas, je l'ai pas avalé, la boule au ventre. J'ai découvert en écrivant ce texte que hypocondriaque, ça venait de hypocondre, qui est une partie du ventre. Donc voilà, il y a plein d'expressions de la langue française courante qui sont liées à l'intestin. Je trouve que c'est vraiment très très riche. Merci pour cette réponse, Lorraine. Et Louise, du coup, pour ta part, toi, tu as choisi un sujet que finalement, c'est pas forcément très surprenant de retrouver dans un ouvrage plutôt féministe sur le corps. Donc, tu peux nous dire quelle partie du corps tu as choisi? Avant de laisser la parole à Louise, nous voudrions vous donner la définition de 3 notions dont elle va nous parler dans sa réponse, qui sont des notions liées à la question du genre. La première est la transidentité. On parle de personnes transgenres quand il s'agit de personnes dont l'identité de genre ne correspond pas à celle qui leur a été attribuée à la naissance. Cette notion vient en différence avec la cis-identité. Là, les personnes cisgenres sont des personnes dont l'identité de genre correspond à celle qui leur a été attribuée justement à la naissance. C'est le cas de la majorité des personnes qui ont une visibilité dans la société et c'est le cas de nous 4 aujourd'hui réunis dans ce podcast. Nous sommes 3 femmes cis et 1 homme cis. La troisième définition
et celle de la binarité, dont Louise parlera. La binarité fait référence à une définition de la société selon deux uniques spectres de genre, que sont le féminin et le masculin, en niant l'existence de potentiels autres genres qui peuvent transcender ces définitions-là. Tout à fait, moi j'ai écrit un texte sur les seins. En fait, le projet au départ, c'était d'écrire un livre pour les adolescentes. Et de manière très, très basique, moi j'ai écrit une pièce qui s'appelle Chatologie et donc cette partie-là était déjà faite. Une pièce de théâtre qui parle des règles et du sexe, attribué féminin. Et l'idée, quand on m'a parlé de filles, mais en fait, je suis quelqu'un d'extrêmement basique, j'ai pensé, bah, aux signaux extérieurs de qu'est-ce qui fait une fille, qu'est-ce qui fait une fille? Et du coup, ce texte était d'autant plus intéressant à travailler que moi, j'essaye de me cultiver sur, la transidentité et j'essaye de mieux comprendre dans quelle mesure, cette binarité des genres, le fait de parler de femmes, de vraies femmes, de qu'est-ce qui fait une femme, est en fait comme à peu près tout ce qu'on apprend, un ensemble d'idées reçues qui peuvent et qui doivent être questionnées. Mais c'est vrai que mon très premier réflexe, c'était de me dire: «OK, on me demande de parler, à des filles, bah, j'ai déjà parlé de la chatte, qu'est-ce qui nous reste?» Et donc je me suis précipitée sur les nichons, puisque mon texte s'appelle, Ni chon ni soumise. Et ensuite je me suis dit: «Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que je vais être capable d'écrire là-dessus?» Ça va être, Et puis je pouvais pas parler de mes nichons à moi parce que je n'en ai que 2, que c'est déjà largement suffisant. Et puis, du coup, c'est là que m'est venue l'idée de lancer un appel sur Twitter, de parler aux gens en disant: «Bah, voilà, si vous avez ou que vous avez eu des nichons quand vous étiez ado, comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'ils sont arrivés? Comment vous l'avez vécu?» C'est là aussi où j'ai eu des témoignages de gens donc de personnes trans, d'hommes trans, de femmes trans, qui avaient ou pas été opérés, et ça les regarde, et qui parlaient aussi de qu'est-ce que ça faisait d'avoir ou de ne pas avoir un signe, extérieur très, très associé à une féminité traditionnelle telle qu'on l'aperçoit traditionnellement, alors que justement à l'intérieur, soit ils ne se sentaient pas femmes, soit ils n'en avaient pas mais étaient femmes, et ça a donné une dimension, complexe parce que moi je m'éduque beaucoup sur ces questions-là et je prétends pas avoir la science infuse, mais ça a donné des choses, de passionnantes, très touchantes aussi. Moi, j'ai reçu des témoignages, par écrit, hein. Je suis pas allée chez les gens les interroger, heu, mais des choses très touchantes, des choses aussi très, et c'est terrible de le dire, mais négatives. C'est-à-dire que j'ai eu quand même très, très peu de retours positifs sur cette histoire de sein. C'est-à-dire que soit c'était, après c'est comme d'hab, hein, je me dis qu'on parle pas des trains qui arrivent à l'heure, mais c'était vraiment, des femmes, cis ou trans qui se souvenaient de cette question-là comme quelque chose d'extrêmement, violent, soudain, cruel. Il y avait toutes les personnes qui n'en avaient pas ou pas assez, donc toutes les filles qui étaient là: «Mais moi je suis plate, je désespère, je suis plate et j'ai l'impression de pas être une femme», alors que pour le coup elles se sentent femmes. Je parle de femmes cisgenres, ou au contraire, de femmes trans qui elles, heu, pas attendaient ce signe-là parce qu'elles savaient bien que biologiquement elles étaient assignées garçons et que ça avait peu de chances d'arriver seules, mais qui voyaient ce manquement-là comme quelque chose d'encore plus, comme une épreuve supplémentaire, comme quelque chose qui leur avait été dénié en plus, quoi. C'est vrai qu'au départ, je me suis dit que j'allais en faire quelque chose de très drôle, de très simple, et en fait, c'est un sujet qui n'est pas du tout simple et qui n'est que très relativement drôle, mais qui était, très, très intéressant à traiter. Et après, c'est vrai on était c'est pour ados, ça devait être quelque chose d'assez court, donc je pense qu'on s'est tout un peu limité dans moi, j'ai tendance à être très bavarde, ce que je viens de vous prouver grâce à cette phrase qui fait 25 minutes. Par écrit aussi, et c'est vrai qu'il fallait un peu se limiter, mais c'est je pense que Lorraine sera d'accord avec moi pour dire que ça pourrait, faire encore des pages et des pages, quoi. C'est sûr. Il y a un passage, un témoignage qui m'a interpellée et en fait, je l'aurais même pas imaginé. Celui de cette femme qui dit qu'elle fait un bonnet B habituellement,
mais que selon comment elle se sent dans sa sexualité, si elle est pleinement épanouie quand elle est en couple, eh bien sa poitrine grossit jusqu'à aller à un bonnet D. Juste le fait que les hormones travaillent d'elles-mêmes et le fait d'être épanouie dans son corps fasse qu'on peut évoluer tout seul, ça m'avait vachement interpellée. Mais on se dit que bah oui, tous les corps sont différents et rien n'est prédéfini en fait. Oui, non, Et mais c'est ça m'avait intéressant. surprise aussi. Après, moi, j'ai pris les témoignages comme ils venaient. J'ai posé peu de questions complémentaires parce que moi, je fais rarement ça. Moi, je suis pas sociologue, je suis pas journaliste, donc déjà, ça me met pas forcément très à l'aise d'utiliser le vécu des gens. Mais j'ai pris en tout cas, tout ce qu'on me disait comme argent comptant. Je me suis dit: «Bah, OK, le ressenti c'est ça, l'histoire c'est ça, je m'en sers pas, c'est moi qui décide», mais je retravaille pas ça dans le sens où enfin c'est les des j'ai pas inventé de témoignage, quoi. Mais oui, oui, il y avait cette histoire-là et je me disais: «Mais, ça c'est quelque chose qui pourrait faire du bien à la vie des femmes hétérosexuelles, qui veulent des gros seins». Tu imagines une campagne de pub, complètement axé sur le fait que tu es en couple hétéro et si ton mec veut que tu aies des gros seins, il suffit qu'il s'occupe très, très bien de toi. Ce serait quand même assez grandiose. Je pense que c'est l'équivalent de la période historique où on pensait que pour que les femmes puissent tomber enceintes, fallait absolument les faire jouir. Bah, écoute, j'ai envie de te dire, des fois, c'est bien que l'histoire avance, puis des fois, tu vois, se replonger dans le passé. Est-ce que ce serait vraiment une bonne idée de faire ça? Non, non, mais il y avait des témoignages comme ça très, très surprenants et celui-là, en l'occurrence, mais je l'ai mis dans le bouquin, déjà parce que je trouvais ça drôle et puis parce que je trouvais ça inhabituel et puis surtout parce que je me suis dit: «Mais en voilà une bonne idée». Du coup, toute cette chose qu'on a vue jusqu'avant, il y a un peu la question de la norme et de la pression du regard des autres qui ressort un peu tout le temps au final. La pression esthétique à laquelle on fait face, notamment quand on est en pleine construction. L'adolescence, c'est quand même un choc presque violent. La puberté, ça peut être parfois difficile à vivre. Il y a tous les changements corporels que ça implique, et surtout sur les corps perçus comme féminins. Ça a de nombreuses conséquences. Louise, par exemple, tu parles, pardon, des moqueries et du harcèlement, donc les garçons du collège qui après deviennent les garçons du lycée. Est-ce qu'il y a un profil type de ces garçons-là? Et si oui, lequel est-ce? Ah! Ça y est, c'est le moment où ça balance. Balance ton garçon du collège. Non, alors ça, c'est une question, un peu délicate. C'est bien c'est bien que vous la posiez tous les 2 et que je puisse y réfléchir parce que c'est vrai qu'on était un peu limités, en termes de signes. Moi, je voulais pas trop m'étaler. Alors déjà, c'est pas que les alors là, je vais parler de garçons et de filles dans le sens, perçu comme garçon, perçu comme fille, c'est-à-dire comme on peut être au collège et comme on peut être, heu Mhm. il y a pas de, déjà, je pense pas que ce soit que les garçons qui harcèlent, Non, bien absolument sûr. pas. Effectivement. Je pense que les critères sexistes sont aussi très, très intégrés par les filles, que la comparaison, aux autres filles, c'est une pression très, très forte, et qu'il peut aussi y avoir donc des filles, qui n'ont pas particulièrement de problème avec les fameux garçons du collège, qui sont pas particulièrement harcelées par eux, mais qui vont ressentir une pression très forte à cause des autres filles, du comportement des autres filles, voire du harcèlement des autres filles. Hem et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas forcément beaucoup exploré parce que sans vouloir aller trop loin dans ces notions-là, ça me paraissait aussi inenvisageable de ne pas évoquer les garçons du collège, mais c'est vraiment, faut l'imaginer, je l'écris genre entre guillemets avec des tirets entre l'un et un petit TM à la fin, hein. Hem, Parce que, ça serait passer complètement sous silence la notion de masculinité toxique qui pour moi se cristallise beaucoup au collège, au lycée peut-être un peu moins, mais parce qu'il y a déjà plein de choses qui sont soit complètement acquises, soit déjà un peu déconstruites. Je peux me tromper, hein, parce que moi mon passage au collège et au lycée commence à dater un peu, mais c'est pas non, je parle des garçons du collège, c'est vraiment une espèce dans ma tête, c'est vraiment, c'est pas indépendamment, un Gaëtan, un Kevin, un Idriss, c'est cette espèce de masse sociale, de groupe, qui est justement au moment du collège et ça c'est complètement empirique, hein, c'est une analyse de rien du tout, c'est pas une étude que j'ai lue, mais moi ce dont j'ai l'impression, c'est que, le collège, c'est un moment très violent et un moment d'incertitude très, très grande et qu'à un moment donné, quand on ne sait pas où on va, quand on ne sait plus trop qui on est, le plus simple, c'est quand même le groupe, c'est quand même la sécurité du groupe.
Et dans ces moments-là, c'est là qu'on va revenir à une espèce d'entre-soi, un entre-soi pardon de classe, un entre-soi d'âge, un entre-soi de et aussi beaucoup de genres. Je pense que c'est plus simple dans des moments d'incertitude de tout analyser, via le prisme d'un: les filles c'est ci, les garçons c'est ça. Et bien sûr qu'individuellement, ces garçons de collège ou ces filles du collège qui vont se mettre en groupe et harceler d'autres gamins ou individuellement, c'est aussi à chaque fois des personnes, à chaque fois une personne avec son individualité et puis sans doute ses propres complexes, ses propres insécurités, sa propre trouille au ventre d'aller au collège le matin et de se retrouver seule ou de se retrouver ostracisée et c'est mais ça, c'est des notions qui sont sur lesquelles moi je travaille encore, et je voulais pas, forcément rentrer dans le détail à l'occasion de ce texte-là, ne serait-ce que parce que moi-même je suis encore, pas complètement sûre de moi et je trouve que c'est quand même, une spécialité des adultes d'expliquer des trucs qu'eux-mêmes ont pas trop bien compris et si je pouvais éviter d'imposer ça à des ados, ce serait quand même pas mal. Donc j'ai essayé d'éviter. Mais c'est vrai que quand on parle des garçons du collège, faut vraiment pas, j'ai pas écrit un texte, «Les garçons sont en caca». Même si j'aurais bien aimé car j'ai quand même des comptes à régler avec le collège. Le but, c'est de dépasser ça un petit peu, mais c'est vrai qu'il fallait que je parle aussi de cette pression du groupe, de cette manière dont les garçons se sentent autorisés à juger le corps des filles, à estimer le corps des filles, et à leur faire part de leurs réflexions, alors que: «Écoutez les gars, on ne vous demande rien». Et que même si c'est des personnes qui, prises individuellement, ont elles-mêmes leurs propres, démons à affronter et leurs propres difficultés au quotidien, il y a rien à faire, ça reste, une i les garçons restent une classe dominante parce qu'on les éduque comme ça, parce qu'on leur donne davantage de droits, parce qu'on les encourage à être plus brillants, à prendre davantage d'espace, à prendre davantage la parole. Ça, pour le coup, c'est pas empirique, il y a des études qui ont démontré ça. Hem et je pouvais pas non plus, surtout sur la base de tous les témoignages ultra négatifs qu'on m'envoyait, j'étais vraiment en termes de positivité sur ce texte, je suis au max, j'ai tout donné. Je pouvais pas travestir la réalité au point d'imaginer le collège comme un lieu formidable où on est dans le partage et l'écoute respectueuse et que non, c'est pas vrai. C'est un endroit où, toutes les tensions, sociales, hem, alors raciales, c'est un mot compliqué à employer parce qu'on sait que la race n'existe pas, mais que la réalité de personnes racisées par contre existe. Enfin bref, je vais essayer d'aller vite, et de pas trop dire de conneries, mais ce que je veux dire, c'est que toutes les tensions qui traversent cette société se retrouvent dans le collège forcément, nécessairement. L'école n'est pas à part de la société, c'est pas une bulle où soudain la grande école de la République fait que tout le monde est pareil. C'est pas vrai, on retrouve tout ce qui merde à l'extérieur. Et donc je pouvais pas, voilà. Mais si vous êtes un garçon, que vous avez été au collège ou que vous êtes au collège, je ne vous déteste pas et vous n'êtes pas en caca, mes pauvres. Non, il y a dans le texte, en fait, il y a cette manière de faire prendre conscience que oui, il y a ce groupe social des garçons et que ça permet d'alerter. Et puis oui, si des garçons du collège, mais qui ne sont pas forcément dans ces groupes-là, peuvent lire les lignes que tu as écrites, ça permet sans doute d'éveiller leur conscience et peut-être même qu'ils feront plus attention à leur comportement et que, qui sait, ils pourront commencer une phase de déconstruction ou de construction. Je sais pas Absolument, comment on on dit. y croit. Non, mais ce qu'il y a, c'est que le sexisme, et ça, je n'apprends rien à personne, le sexisme, ça fait du mal aux garçons aussi, hein. Ça fait du mal aux hommes. Enfin, je veux dire, Bien sûr. si le modèle qu'on te fixe, tu nais dans un corps qu'on définit comme étant garçon, et on te dit, bah, à partir de ce moment-là, tu n'as plus le droit de pleurer, plus le droit d'exprimer tes émotions, t'as pas le droit de partager des choses tendres avec les gens, et dans la vie, ce qu'il faut que tu sois, c'est fort, agressif, puissant. Enfin, je veux dire, c'est ultra négatif. Qu'est-ce que ça te laisse dans la vie comme chose agréable, quoi? Tu pas de tendresse, tu pas de douceur, tu pas le droit à l'échec, si tu es au chômage, c'est la fin du monde parce que c'est soi-disant à toi de nourrir ta femme et tes enfants. Je veux dire, c'est ça la masculinité toxique, c'est déterminer qu'un homme doit être ceci, qu'un homme doit faire cela, qu'il a pas le droit à l'erreur et que s'il n'arrive pas à rentrer dans ces critères-là, il est un échec. Enfin, c'est terrifiant. Enfin, je veux dire, tu imagines les perspectives d'avenir, genre: «Allez et bonne chance Jonathan, amuse-toi bien, bonne chance pour la vie». Non, non, mais c'est terrible, tu vois? Et donc le principe d'avoir une écriture qui se veut et qui essaie en tout cas d'être féministe,
c'est ça, c'est-à-dire d'essayer de poser des questions. Moi, j'ai pas toutes les réponses. Après ce texte-là, c'était compliqué à écrire parce que moi, j'écris très, très rarement à la première personne. C'est un texte qui parle pas de moi, mais dans lequel j'emploie quand même le «je» et c'était compliqué d'en faire quelque chose qui puisse alors je pense qu'une portée universelle, c'est quand même très, très ambitieux parce que pour le coup, un collège parisien, même dans un coin un peu craignos, ça reste, une expérience, qui doit pas être représentative de celle de la majorité des personnes de ce pays, mais, il y avait comme ça cette idée de pas parler que de moi et d'essayer de faire en sorte que ce que je disais puisse être utile à des filles et à des garçons, qu'ils soient cis ou trans, dans la mesure du possible. Ouais, Et si, Lorraine. ouais, si je peux ajouter quelque chose, enfin, je trouve que tout ce que vient de dire Louise, c'est super bien dit et c'est tout à fait juste. Et je pense en plus, pour ajouter quelque chose, que comment dire, enfin, je pense que Louise et moi, on a quand même grandi, ce qui est pas forcément, je me rends pas forcément compte de si c'est votre cas. J'ai l'impression que c'est de moins en moins le cas pour les générations qui nous suivent. Enfin, c'est toujours le cas, mais c'est très différent. On a grandi dans une société vraiment hyper patriarcale. Et du coup, pour moi, la réserve à faire et la nuance à mettre, c'est moins de dire les garçons du collège qui nous écoutaient, vous n'avez pas forcément été comme ça et vous n'êtes pas forcément ceux dont on parle dans ces textes. C'est pas forcément de dire ça, c'est de dire vous êtes comme ça, mais les filles le sont aussi. Et on a tous grandi dans le même bain qui est un bain patriarcal. Et du coup, on a tous été façonnés de la même façon. Le sexisme ne vient pas que des garçons, quoi. Enfin, c'est vraiment. Je pense que là-dessus, personnellement, moi, je pense que j'ai vraiment grandi en étant moi-même très sexiste, misogyne, quoi. Et il a vraiment fallu déraciner tout ça. Et d'ailleurs, c'est en cours, hein. Enfin, c'est C'est pas ça, du tout, c'est du c'est pas work in du- progress. c'est vraiment pas du tout gagné. C'est un travail de tous les jours pour tout le monde. Absolument, mais c'est vraiment, enfin, c'est très difficile à faire et pour tout le monde, t'as raison, mais je pense que, en tout cas, moi, j'ai l'impression que à mon âge, je parle pour moi, en tout cas, c'est difficile dans la famille dans laquelle j'ai grandi, dans la société dans laquelle j'ai grandi, dans la génération qui m'a produite, etc. C'est très très difficile et très intéressant de vraiment d'essayer de décortiquer tout ça et de nous déconditionner, de nous arracher à tout ce qui nous a entièrement façonnés. C'est vrai qu'en lien à cette question, on peut soulever le rapport à la parentalité. Certains parents n'ont pas toute cette notion de déconstruction et de conscience du poids de leurs paroles. C'est d'ailleurs ce que tu décris, Lorraine, dans ta fiction avec le rapport d'intestine avec sa mère, puisque sa mère a vraiment un impact fort sur le comportement de sa fille. Elle est constamment en train de harceler intestine, lui faire des remarques sur son ventre, sans vraiment se rendre compte que ce qu'elle fait finalement, c'est du harcèlement et sans prendre non plus conscience du poids de ses mots. Elle aime certainement sa fille et elle peut pas s'empêcher de vouloir, d'intestine qu'elle ressemble à cette vision normée d'une adolescente cis qui serait, mince et qui ne mangerait pas trop. Mais peut-être que tu peux nous parler un peu plus de ton personnage, Lorraine? Ouais, alors bah, en tout cas par rapport à la mère, enfin tu l'as très bien présenté, mais euh, dans le rapport au corps, je trouve que c'est ça qui rend aussi notre époque super intéressante et notre vague féministe super intéressante parce qu'elle se situe justement vraiment dans le corps et dans la sexualité, j'ai l'impression, enfin vraiment dans le corps, dans ce qu'il a de plus intime. Et c'est ce que vous dites un peu, j'ai lu la présentation de votre festival, enfin du thème de votre festival, c'est ce que vous dites aussi quand vous dites à un endroit que je trouve intéressant, que le corps, c'est un lieu qui est en constante interaction avec l'autre. Et philosophiquement, je trouve que c'est vraiment ça qui est incroyable dans le corps, qui rend le corps très ambivalent, c'est que c'est à la fois le lieu de l'expérience la plus individuelle qui nous coupe des autres, enfin qui fait qu'on est absolument seul avec nous-mêmes et avec nos émotions, et c'est en même temps un lieu de représentation et de manipulation. Très souvent pour les femmes, c'est un lieu de manipulation et de représentation, comme le dit d'ailleurs. J'ai relu un peu le texte de Louise pour me le remettre en tête. Et il y a
un passage qui dit hyper bien ça, c'est quand tu dis, Louise, au tout début du texte, le sein, merci Internet de me rappeler que le sein est un organe globuleux avant d'être un objet de regard. Et en fait, Mm. c'est vrai que notre corps, je pense que c'est surtout le cas des femmes, est défini avant tout comme un objet de regard et comme un objet de Ouais. représentation sexuelle. Euh, et on en vient à oublier carrément, et en fait même, enfin, c'est l'objet de beaucoup de revendications féministes par rapport aux règles, la chatologie. Euh, c'est l'idée de vraiment ne pas, enfin, de nommer les choses, quoi, de nommer les choses et de ne pas en faire qu'un objet de regard pur. Et pardon, je m'éloigne complètement de la question, mais Non, mais pas tu tant que raison, et ça. puis ça reste politique, quoi. Voilà. Ton corps est politique, le corps des femmes est politique, et le corps des personnes, trans, racisées, enfin, je veux dire, est politique. C'est-à-dire qu'en gros, tant que tu es pas un vieux mec blanc avec une cravate, ton corps est nécessairement politique puisqu'il est soumis à des Mm. décisions qui découlent de lois qui ne t'appartiennent pas car tu ne les fais pas. Donc non, non, vraiment, moi, ça me paraît pas du tout hors sujet. C'est une prolongation de la conversation qu'on est en train d'avoir. C'est-à-dire que c'est à la fois, tu es dans un égoïsme total parce que tu es dans ton propre corps et tu ne peux envisager le monde que par rapport et à travers lui. En même temps, c'est la première chose que tu montres aux autres. Donc nécessairement, c'est ton lien avec l'extérieur. Et ensuite, c'est le réceptacle de dynamique de société, enfin le réceptacle, le dernier maillon, le siège de plein de décisions politiques et de plein de, Mm. de luttes passées et présentes. Non, non, moi je pense que c'est. Je m'éloignais juste un Ouais. peu par rapport à la question sur la mère et intestine, et c'est vrai, mais en même temps je peux y revenir facilement parce que en fait moi je sais que personnellement autant le dire, hein, puisque mon texte il parle vraiment, enfin ça part vraiment d'une expérience personnelle, et c'est ce qui fait, je pense, qu'il y a autant de lectrices qui m'ont dit que elles sentaient enfin qu'elles ressentaient la même chose, donc apparemment je suis pas la seule. La première personne qui soit intervenue de façon trop intrusive dans mon rapport à mon corps, c'est ma mère. Mais pas parce que c'est elle et parce qu'elle est particulièrement. Enfin, je veux dire, ma mère est pas spécialement, est pas spéciale par rapport aux autres, ni dans un sens ni dans l'autre. Mais enfin, c'est la logique qui veut ça. C'est la mère qui très souvent. Et c'est ce que j'ai voulu mettre en scène dans ce texte. Moi, c'est ma mère qui a vraiment installé ce regard patriarcal que j'ai commencé à porter toute petite sur mon corps. Et moi, je rêve d'une possibilité de maternité. Je ne suis pas mère et a priori, enfin, je ne souhaite pas le devenir, mais ça, c'est une autre question. Mais je rêve d'une maternité possible où le corps de la fille soit un objet autre, en fait, soit différent, et où le corps de la mère et de la fille soit séparé, et où la mère ne soit pas intrusive dans le corps de la fille, parce que ça, j'ai l'impression que c'est très propre au rapport mère-fille, et c'est ce que j'ai voulu explorer dans le texte de façon, du coup, moins scientifique et plus intuitive, et c'est vraiment pour ça que j'en ai fait une fiction, parce que c'était pas une question que je souhaitais traiter en tant que enfin voilà, en tant qu'experte ou quoi que ce soit. J'ai pas mené d'enquête ni rien, mais c'est un ressenti très fort. Voilà. Mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, c'est des questions qui ressurgissent beaucoup dans la perpétuation des normes patriarcales justement. Le rôle des femmes. La femme étant garante d'une certaine tradition, tu vois? Tu vas avoir cette question récurrente, tu vois? Des femmes exciseuses, par exemple. Voilà, C'est-à-dire ouais, comment absolument. et puis sans aller vers ces extrêmes-là, tu as quand même toute cette idée qu'on fait de toi une femme du monde, c'est ta mère qui s'en occupe. Tu regardes toute la littérature du 18e, 19e, le père, il n'intervient pas. Enfin, tu vois, il arrive le soir, il arrive avec ses gros cigares et il dit c'est bien, allez mon petit. C'est les seules interactions que les héroïnes ont avec leur père. Et pendant ça, elles ont leur mère tout le temps sur le dos, qui leur serre leur corset, qui leur disent de se tenir droite, de ne pas mettre les coudes sur la table, qui font d'elles des vraies petites femmes. Mais c'est quoi, Ouais. une vraie petite femme, c'est quelqu'un qui doit correspondre à. Enfin, c'est quelqu'un qui doit pouvoir trouver un mari, c'est quelqu'un qui doit. Et donc, il y a cette espèce de. Enfin, je trouve ça vachement intéressant parce que c'est un truc que tu retrouves dans Oui, des oui, dans féministes, c'est l'éducation autant dans l'éducation d'éducation, féminine, en fait, ouais, des dans la anciens littérature, dans ouais.
tu cette espèce des femmes auxquelles on demande en fait de maintenir, de contribuer activement à maintenir un système qui les a elles-mêmes rendues malheureuses, tu vois? Complètement. Et c'est encore le cas. C'est encore le cas. Et pourtant, même en ayant été éduquée par des femmes de 68, féministes, influencées par Simone de Beauvoir, c'est toujours le cas. Et ça, malheureusement, elles ne s'en rendent pas compte. Et je pense que notre génération, enfin moi, ma génération en tout cas, ayant 37 ans, je pense que je suis pas encore totalement libérée de ça. Et la preuve, enfin, je vous fais une confidence parce que là, c'est vraiment des questions assez personnelles finalement, mais moi, ça me dérange pas d'en parler parce que je trouve que c'est vraiment comme ça qu'on peut aboutir enfin, à clarifier les choses sur des questions qui sont très difficiles à clarifier. Moi, j'ai commencé personnellement à me libérer, pas encore totalement, mais de plus en plus, aussi grâce à mon mec, qui est féministe, qui est très féministe, qui l'était plus que moi au départ. Et, euh, et donc, je pense que d'une certaine façon, j'ai attendu un peu le feu vert d'un homme. Et ça me désole, mais, mais ça a été ma façon à moi d'aller vers ce chemin-là. Et c'est pas un hasard, à mon avis. Donc je m'adresse à Louise. Donc tu as écrit un récit, donc on l'a dit sur les cinq, c'est un compte rendu, c'est plus une enquête. Euh, c'est un ton très léger, voilà, mais tu donnes la parole à beaucoup de gens et on se demandait s'il y avait des témoignages qu'on t'avait envoyés qui avaient été particulièrement marquants, touchants ou interpellants ou autres. Ce qui m'a marqué, c'était vraiment de me rendre compte à quel point pour tout le monde c'était violent. C'est-à-dire, les femmes qui avaient eu beaucoup de seins très vite, les femmes qui avaient eu beaucoup de seins, très tôt, qui les avaient attendus, qui les avaient pas attendus, qui les aimaient pas. Quand elles les aimaient, il y avait le monde extérieur qui se mettait, clairement entre elles et leurs seins. On dirait une histoire d'amour raté, on aurait dit un film français tellement c'était triste. C'est-à-dire qu'elles pouvaient, s'aimer, se trouver désirables ou même n'avoir aucun problème avec leurs seins et juste les voir arriver dans une sorte d'indifférence un peu: «Bon, bah, ça change, c'est comme ça maintenant» et toujours il y a cette espèce d'irruption du monde extérieur. Il y a Tina Fey qui est une productrice et actrice américaine qui a publié une autobiographie qui s'appelle Bossy Pants et qui dit: toutes les filles se sont rendues compte qu'elles étaient devenues femmes quand un gros dégueulasse a gueulé quelque chose de la vitre d'une voiture». Ouais. Mhm. Et alors c'est pas la citation exacte, mais c'est un peu l'idée et c'est vrai qu'il y a cette espèce de d'irruption, parce qu'on parle des garçons du collège, mais il y a le vieux dégueu de la rue ou le vieux dégueu du métro ou le vieux dégueu du bus. Des mecs qui ont entre, on va dire, 30 et 125 ans et qui trouvent ça parfaitement normal d'aller draguer des filles qui en ont, très visiblement 12, parce que même avec des seins énormes quand une fille a 12 ans, on le sait. Et donc il y a cette espèce de d'intrusion, perpétuelle du monde extérieur sur le corps des filles et c'est vrai que c'était, d'une violence. J'ai lu des trucs et parce que c'est comme tout, c'est comme MeToo, c'est comme dire: «La parole se libère». Mais non, la parole, elle a toujours été là, il suffit d'écouter, en fait et moi j'ai posé juste une question sur, «Sinon vos nichons, c'était comment?» Et j'ai eu plus d'une centaine de témoignages avec des fois des trucs vraiment très, très durs et où tu sentais que, 35 ans plus tard, c'était encore, à vif, quoi et ça m'a honnêtement fait énormément de peine parce que moi, pour le coup, je suis une femme cis. J'ai été perçue comme femme très tôt et donc j'ai des souvenirs absolument terribles de harcèlement, de rue, de me faire tripoter dans, les transports tripoter, tu vois? Rien que le fait que j'utilise ce mot-là alors que c'est une agression. Si vous faites tripoter dans le métro, vous ne vous faites pas tripoter les filles, c'est une agression. Tu vois? À Mhm. quel point ton vocabulaire s'intègre en toi, à quel point tu apprends à minimiser, à diffuser le danger, à pas trop réagir, à pas ça c'est pareil, ça c'est des choses qui sont intégrées très, très profond en nous. Et c'est vrai que j'espérais, de manière complètement irrationnelle, hein, je me disais: «Mais moi j'en ai vraiment chié, mais si ça se trouve depuis ou si ça se trouve les autres, ça a été tellement plus facile» et je m'accrochais à ce truc-là en me disant: «Oh là là, non mais toi tu as pris cher cocotte, mais t'inquiète» et pas du tout. On prend toutes cher, on prend tous cher en plus parce que toutes ça inclut aussi les hommes trans, donc
ou les femmes trans qui ont un passing. D'ailleurs, bienvenue, hein, beaucoup de courage pour choisir de te montrer au monde comme femme, alors quand tu sais ce que les femmes subissent au quotidien, j'ai envie de dire bienvenue, courage. Enfin bref, non, c'est vrai que je suis contente en fait que le résultat soit léger et drôle, parce que j'avoue que l'écriture l'était pas du tout, et que toute la partie collecte de témoignages l'était encore moins. Donc ce compliment me va vraiment droit au cœur. Bah, c'est avec plaisir. Donc cet ouvrage, on espère en tout cas qu'il va aider beaucoup d'adolescentes et peut-être des adolescents, peut-être même des adultes. Moi, je l'ai offert à ma sœur à Noël, par exemple. Ma sœur a 30 ans, en fait. D'accord. Donc on se demandait, en tout cas, à vous, en tant qu'autrice, est-ce que ça vous avait apporté quelque chose de prendre part à cet ouvrage ? Moi, tout ce que j'écris me transforme totalement. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, je fais les choses toujours avec beaucoup, beaucoup d'investissement personnel et de passion. Et ce texte-là, il m'a complètement, complètement transformée au niveau du rapport à l'écriture, parce que ça a été un texte vraiment très difficile à écrire au niveau aussi bien dramaturgique de la narration. C'est la première fois que j'écrivais pour ados. C'est pas exactement la première fois que j'écrivais de la fiction, mais voilà, c'était quand même très compliqué à construire. C'était la première fois que j'allais quand même aussi loin dans la science-fiction. Et ça m'a demandé beaucoup de recherche, parce que cette histoire de pieuvre, c'était toute une recherche scientifique, et l'intestin aussi. Donc voilà, donc ça c'est plus au niveau de l'écriture. Et Louise, tu as une réponse ou... C'était une expérience assez intense, parce qu'encore une fois, moi, j'écris pas trop à la première personne, et que je me sens pas forcément les épaules et la légitimité pour écrire ce qu'on pourrait appeler un essai. Après, là, on est en train de terminer une adaptation en livre de la pièce Châteaulogie, donc que moi j'avais écrit seule, mais il y a Claire Fégreux, qui est l'actrice, autrice qui avait donné vie au projet, qui a accepté d'être ma co-autrice sur la version livre, et donc ça sort dans moins d'un mois, là, ça sort le 10 février. Châteaulogie, le livre, et en fait, je pense que donc c'est aussi quelque chose qui est écrit à la première personne, et je pense que si j'avais pas réussi à gérer Nichon ni Soumise, je pense que Châteaulogie aurait été beaucoup plus dur à faire, parce que vraiment ça aurait été le passage d'un jeu incarné par quelqu'un d'autre sur scène, un peu distancié, un peu drôle, à un jeu perso, et je pense que comme moi c'est vraiment ma hantise, ça aurait été plus compliqué. Donc disons que ça m'a préparée pour un autre projet. Hem, mais heu, mais voilà. Après non, c'était très chouette d'avoir en face, des gens qui avaient lu, le texte. C'est toujours très, très émouvant d'être lu. Après, c'est aussi un livre qui est sorti début mars 2020. Mmh. Donc tout ce qui est voilà, donc comme il y a eu une vague, petite grippette, il y a un petit peu mis le monde à l'arrêt pour tout ce qui était rencontres, festivals, dédicaces. C'était pas simple. Et donc je suis d'autant plus ravie qu'on puisse discuter de ce livre-là et de ce thème-là aujourd'hui, parce que c'est vrai que les livres sont compliqués à faire vivre, et que c'est toujours triste de s'investir autant dans un projet, et que le monde décide de se mettre en pandémie mondiale juste pour nous empêcher de faire la promo. Ça, c'est quand même ballot, quand même. Mais effectivement, c'est vrai que bah, ça a été très très peu de temps avant toute cette pandémie. Et étant donné que voilà, le festival dans lequel on est, c'est un festival qui est italo-français et qui, pour public majoritairement, qui vient en général physiquement y assister, puisqu'en fait le festival normalement c'est 3 jours en octobre, là c'est un contexte assez particulier, c'est virtuel, mais comme c'est plutôt des personnes qui sont intéressées par la culture italienne, le mélange avec la culture française, là de pouvoir éventuellement à travers ce livre qui est très très abordable et puis très introductif sur toutes les questions du corps, du genre et puis du féminisme, c'était vraiment une occasion en or que de pouvoir le faire et de toucher des publics très très différents et qui vont pas forcément avoir l'idée de lire ce livre. Donc j'espère que cette rencontre aura permis de provoquer des envies de lecture de ceci à mon corps. Merci beaucoup.
Bien, merci à toutes les deux pour avoir répondu à l'appel. Merci à vous. Merci. C'était un plaisir. Pour conclure, donc je vous remercie aussi, enfin nous vous remercions aussi pour vos récits. C'est des véritables appels à la confiance en soi et à l'amour de soi. Et un peu pour clôturer tout ça, je vais citer une petite citation de chacun de vos textes, si vous me le permettez, qui sont un peu toujours dans cette idée d'amour de soi. Louise, tu dis dans ton texte, à propos du corps, donc, il y aura des jours avec et des jours sans, mais ne lui déclarez pas la guerre. Ne vous laissez pas persuader par personne que vous devez changer, que vous devez le cacher, que vous devez en avoir honte. Et dans cette même idée, Lorraine, tu dis, c'est Intestine qui parle, si j'ai mal au ventre, c'est parce que j'ai laissé d'autres personnes me dire qui j'étais. Et je pense que c'est bien représentatif de votre Absolument, livre. c'est bien choisi. Merci beaucoup à vous en tout cas. Merci. Non, merci à vous. Si cette rencontre vous a donné envie, Ceci est mon corps est disponible en librairie. Un deuxième volume intitulé Ceci est mon cœur sortira le 24 mars, toujours chez les éditions Rageot. Vous avez écouté le podcast d'Italie Nouvelle, animé par Tessa et Arthur, en compagnie des autrices Lorraine Malka et Louise May. Lorraine Malka est aussi journaliste. Elle anime le podcast Assez parlé pour l'école d'écriture Les Mots. En décembre 2020, son premier film documentaire, La France au fourneau, une histoire de France à travers ses pratiques culinaires, a été diffusé sur France 5. Louise May écrit pour tous les âges. Sa pièce de théâtre Chatologie sortira en livre le 10 février. N'hésitez pas à aller voir notre interview avec l'autrice et journaliste Jennifer Guerra pour son livre Il Corpo Elettrico, ainsi que toute la programmation du festival Corpi Celesti, disponible les 28, 29 et 30 janvier 2021 sur if-rencontre au pluriel.eu.